Bonjour, je vous remercie de prendre de votre temps pour écouter ce webinaire. Je suis Jean-Marc. Avec Sébastien, je suis cofondateur de l'association Renaissance Network. Qu'est-ce que Renaissance Network? C'est une association qui se donne comme mission d'accompagner ses adhérents dans la prise en main de leurs finances personnelles. Nous avons vu que l'économie actuelle est plutôt, même plus qu'inquiétante, et par rapport à cela, il faut trouver des solutions. Renaissance Network, nous avons réfléchi à des solutions efficaces et éprouvées, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous donner tous les éléments qui vous permettront d'analyser l'économie, où on en est actuellement, et comment bien vous positionner et comment pouvoir réagir. Selon quel modèle avez-vous été éduqué? On vous a certainement dit et répété que la clé du succès, c'était avoir de bonnes notes à l'école et de bons diplômes, trouver un bon job dans une société solide dans laquelle on fera probablement toute sa carrière, travailler dur pour grimper les échelons, et notre entreprise prendra soin de nous sur le plan financier et nous récompensera à la juste valeur de notre travail, sous forme d'un salaire croissant et de primes, toute notre vie. Ce modèle correspond à une réalité, ça a bien fonctionné, et plus précisément pendant la période des 30 glorieuses ou du baby-boom. Mais les temps ont changé. Vous avez un petit doute? Examinons les choses ensemble. Ce présent graphique est tiré des statistiques de l'INSEE. Il vous présente deux courbes. La courbe bleue représente l'évolution du PIB de la France en milliards d'euros. La courbe rouge présente la dette de la France, en milliards d'euros également. Je vais vous donner des éléments complémentaires d'analyse. Quelques chiffres. En 2012, le PIB de la France s'est établi à 2032 milliards d'euros. Et également, à la fin du second trimestre 2013, la dette publique de la France s'est établie à 1912 milliards d'euros. Maintenant, si nous faisons une fraction de ces deux chiffres, 1912 divisé par 2032, nous obtenons 94%. Ça veut dire que la dette de la France représente 94% du PIB. Ça devient énorme. Un élément complémentaire pour affiner votre réflexion, c'est que 65% de cette dette est possédée par des institutions étrangères. C'est-à-dire que la France doit de l'argent à des fonds de pension étrangers, à des compagnies d'assurance étrangères et à des fonds souverains. C'est-à-dire que nous sommes complètement dépendants d'institutions étrangères qui pourront avoir des exigences par rapport à la France. Pour finaliser cette analyse, je vous donne un chiffre complémentaire qui est l'intérêt de la dette. L'intérêt de la dette s'est élevé en 2013 à 56 milliards d'euros et l'intérêt de cette dette est payé par vos impôts sur le revenu. 7 Français sur 10 pensent que la situation économique s'aggrave. Ils sont 25% à juger que la situation est stable et 4% qui entrevoient une amélioration. Que d'optimisme. C'est particulièrement inquiétant parce que lorsque les consommateurs ont peur, ils épargnent, et lorsqu'ils épargnent, les entreprises ne produisent plus, et donc toute la machine industrielle est stoppée, stagne. Vous écoutez souvent les informations à la télé, les informations économiques, et tous les mois on vous sort les statistiques très importantes du consommateur américain. Le consommateur américain, lorsqu'il a peur, il est comme le français, il épargne, et là c'est la crise économique, et c'est la situation actuelle. Dans le slide qui va venir, on va vous présenter des éléments qui vont rappeler certains souvenirs. Après les prophéties de Nostradamus, nous avons les prophéties de François Fillon. En 2007, il a dit « Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. » Il avait raison, François. Regardez, en 2013, la prévision de croissance pour la France, c'est 0,3%. Inquiétude des étudiants face au marché de l'emploi. Voici l'illustration de la faillite de notre modèle de succès qu'on a évoqué précédemment. Avoir des bons diplômes, ils les ont.
trouver une bonne boîte dans laquelle s'épanouir, grandir et être rémunéré en proportion de son travail, ils n'auront même pas cette chance. Vous voyez les statistiques qui sont déplorables. Un étudiant sur 5 d'école de commerce part pour s'installer au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne ou dans un pays asiatique. Également, 27% des nouveaux diplômés n'envisagent même pas un avenir professionnel en France. Ils vont partir directement à l'étranger. C'est particulièrement fâcheux parce que ces profils-là, c'est l'élite de la France de demain, c'est les gros salaires de demain, c'est ceux qui vont payer les gros impôts, c'est ceux qui vont payer pour les retraites. Et qu'est-ce qui va se passer? Et également, on peut imaginer la peur, la torpeur de ces jeunes diplômés qui ne sortent pas d'écoles prestigieuses et qui doivent littéralement galérer. Les défaillances d'entreprises au plus haut depuis 4 ans. C'est l'hécatombe, c'est l'hécatombe. Au troisième trimestre 2013, les faillites d'entreprises ont progressé de 7,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Aucun signe d'amélioration et on est guère mieux qu'au pire de la crise qui était en 2008 où là sur une année entière on était à 58 000 défaillances d'entreprises. Donc on n'a aucun signe d'amélioration et on est vraiment en plein creux de la crise. Qui a parlé de l'inversion de la courbe du chômage? Chômage, l'UNEDIC prévoit une poursuite de la hausse du chômage en 2013 et en 2014. Quelques chiffres supplémentaires. De janvier à août 2013, 103 000 personnes ont rejoint les bancs du Pôle emploi. Et les prévisions du chômage pour 2013, c'est 178 000 personnes en plus. Et pour 2014, c'est 129 000 personnes en plus. Ajoutez à cela, le déficit de l'assurance chômage atteindra les 18 milliards d'euros en 2014. Avec un tel déficit, on peut s'attendre à des coupes dans les aides aux chômeurs, donc certains vont rester sur le carreau, c'est évident. Le chômage, illustration. Alcatel-Lucent, 900 emplois supprimés et 2 usines fermées en France. Waouh, quelle hécatombe. Il faut savoir que les chômeurs, c'est pas que des losers, c'est pas que des feignants. Il y a des gens brillants, mais qui ont le malheur de faire partie d'un plan social et qui se retrouvent en difficulté. Dans toute notre carrière, il faut s'attendre à de plus en plus pouvoir passer par cette case chômage et ce ne sera pas du tout évident. Vous connaissez peut-être cette blague des Américains qui est assez cynique, c'est qu'ils disent la récession, c'est quand mon voisin est au chômage et la crise, c'est quand moi je suis au chômage. Donc maintenant, pour vous préparer un petit peu, vous êtes entouré, je vais vous présenter votre meilleur ami. Alors, l'INSEE voit les inégalités progresser en France. Oui, la France est un pays riche, c'est indéniable. Néanmoins, on a quand même 14,3% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que c'est 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 977 euros par mois. Comme conclusion, c'est que la classe moyenne s'appauvrit. Pour soutenir cette idée, je vais vous présenter un concept qui est certainement nouveau pour vous. Dans ces slides, ça représente la distribution des richesses dans les pays industrialisés et riches. Donc cette distribution des richesses est en forme de ballon de rugby. Donc peu de pauvres en bas, peu de riches en haut, et au milieu, une classe moyenne qui est très importante. Ensuite, dans les sociétés en développement, nous avons une forme de distribution des richesses en forme de sablier. Quelques méga riches en haut et beaucoup de pauvres en bas. Et une classe moyenne qui est très très faible. Néanmoins, lorsque ces sociétés en développement passent du stade de développement à émergent, comme l'Inde ou la Chine, la classe moyenne grandit et cette forme de distribution des richesses ressemble finalement à un ballon de rugby.
Et par rapport à cela, et à côté de cela, des pays comme la France, comme dans le slide que nous avons vu précédemment, la part des pauvres augmente de façon substantielle, et finalement la distribution de richesses s'apparente de plus en plus à un sablier. Donc, au regard de cela, serions-nous pas dans une tendance de régression, où la France finalement va ressembler de plus en plus à un pays pauvre? L'inflation de 2%, c'est quelque chose de relativement classique. Pour illustrer ce qu'est l'inflation, on vous donne 100 et dans les faits, matériellement, vous ne dépensez qu'une valeur marchande de 98. Pour revenir au sujet de l'inflation par rapport à la crise. En période de crise, au niveau de votre salaire, c'est difficile de demander des augmentations. Votre salaire stagne. Nous prenons une illustration sur 36 mois. Imaginons que votre salaire, lui, il va être stagnant sur 3 ans et que pendant ce temps-là, tous les ans, vous subissez une inflation de 2%. Eh bien, en conclusion, ça veut dire que sur ces 36 mois, vous avez perdu 6% de votre pouvoir d'achat. C'est vrai que c'est difficile à entendre, mais c'est la triste réalité, vous êtes la victime, et vous avez perdu 6% de votre pouvoir d'achat. Une illustration de l'impact de l'inflation. Donc prenez comme exemple, Albert a vendu un vieux tableau de famille d'une valeur de 10 000 euros et il positionne la recette de cette vente dans un coffre-fort. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec l'inflation, au bout de 10 ans, la valeur pouvoir d'achat 2003 de cette somme d'argent n'est que de 8 170 euros. Donc là, on a une illustration fâcheuse de l'impact de l'inflation, ce qui nous oblige à avoir une vraie stratégie par rapport à notre épargne. Ce qu'il faut, c'est à minima avoir une démarche pour conserver la valeur de son épargne, et au mieux, c'est avoir une démarche pour augmenter la valeur de cette épargne. Dans ce cas bien précis, si l'argent avait été positionné sur un compte à faible rémunération, on aurait pu juguler les effets de l'inflation. On arrive au bout du bout, c'est ce que nous dit Olli Rehn, qui est un commissaire européen aux affaires économiques et monétaires. Il nous dit qu'en France, les hausses d'impôts ont atteint un seuil fatidique. Oui, si on reprend la courbe de l'affaire. C'est quoi la courbe de l'affaire? C'est que elle prouve qu'à un certain seuil, la collecte d'impôts n'est plus efficace et que finalement les citoyens ne veulent plus payer d'impôts, ils descendent dans la rue et ça devient réellement une catastrophe. On est proche de ce seuil fatidique parce que rien que sur l'année 2013, l'impôt sur le revenu a augmenté de 23%, l'impôt sur les sociétés a augmenté de 30%. En conclusion de cela, on pourrait se poser la question, quel levier il reste lorsque on ne peut plus augmenter les taxes? Donc on arrive vraiment au bout du bout, au bout d'un cycle. Alors, vous avez peut-être pas lu cette info dans les journaux, mais c'était vraiment assez hallucinant, ça aurait pu faire l'objet d'un film, c'est le braquage à la chypriote. En fin de compte, le gouvernement chypriote, pour résoudre de façon partielle le problème de la dette, a mené toute une stratégie de taxation des épargnes. C'est-à-dire que le week-end, ils ont fermé l'accès à toutes les épargnes, toutes les banques, et ont taxé successivement les moins riches comme les plus riches. Donc pour ceux qui avaient une épargne inférieure à 100 000 euros, ils ont reçu une taxation de 6,75%. Et pour ceux qui avaient une épargne supérieure à 100 000 euros, cette taxation s'est élevée à 9,9%. Au total, l'épargne disponible était proche des 70 milliards d'euros et elle a été taxée en moyenne à 8,2%. Pour la France, on sait que l'épargne disponible est de 11 000 milliards d'euros. Ça pourrait éveiller certains appétits et l'expérience chypriote pourrait inspirer certaines personnes. La retraite. 8 Français sur 10 sont inquiets. Ils ont raison parce que notre système atteint ses limites et c'est de plus en plus difficile d'avoir des bonnes pensions et d'avoir ce système qui se perdure dans l'avenir.
Néanmoins, ce système est très humaniste. Il permet quand même de protéger les pensions. Je vais vous illustrer ça. Le système américain qui se fait par capitalisation, donc avec les marchés financiers. Pendant la crise des subprimes, 2000 milliards de dollars ont été perdus. Donc c'est des retraités américains qui ont perdu 2000 milliards de dollars. Donc effectivement, il y a de quoi avoir la rage. Néanmoins, en France, pour les générations plus jeunes, on peut quand même se poser des questions. Qu'est-ce qui sera des retraites dans 20 ans? Il se pourrait que les caisses soient complètement vides. La pilule sera difficile à avaler, mais c'est une probabilité parce que les projections démontrent que d'ici 2030, le déficit de la retraite va atteindre 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros, il n'y aura pas d'argent pour tout le monde et il se peut que finalement vous retrouviez avec 300 euros de pension et vous aurez juste assez pour vivre bien au Bangladesh. Quelques chiffres bien spécifiques sur la retraite. Bon, déjà on voit que en moyenne vous touchez 1256 euros de pension mensuelle. Donc avec ce type de pension, si vous n'êtes pas propriétaire, vous risquez d'avoir des fins de mois très difficiles. L'autre chiffre clé, c'est que actuellement nous comptons 13 millions de retraités. Par rapport à 2011, on a déjà 1% de plus de retraités. Donc le nombre de retraités augmente d'année après année. Et ça s'explique du fait que aussi l'espérance de vie a augmenté. Une petite illustration par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez l'espérance de vie d'un homme en 1994? L'espérance de vie d'un homme en 1994, c'est 73 ans. Maintenant, en 2013, cette même espérance de vie, c'est de 78 ans. Entre-temps, donc 5 ans de plus d'espérance de vie, c'est catastrophique pour les retraites. Je vous explique parce que 5 ans avec une pension de 1256 euros par mois, vous avez plus de 75 000 euros à payer par tête de retraité. Donc par rapport à notre système, il va exploser en vol carrément. Maintenant, par rapport à la durée de vie, durée de passage de travail avant d'arriver à la retraite, ça fait mal au cœur, mais potentiellement, on va tous partir à la retraite à 67 ans. Et peut-être que certains d'entre nous iront au travail avec un déambulateur ou en mauvaise forme. Ironie à part, c'est difficile de croire en ces chiffres parce que dans un pays comme la France, déjà à 45 ans, on est vu comme un senior. Donc je ne sais pas comment on peut arriver à travailler jusqu'à 67 ans. L'avenir nous dira. Pour les Français, le pouvoir d'achat va encore baisser en 2013. Tout cela, ça confirme un appauvrissement de la classe moyenne et que finalement, par rapport au slide qu'on a présenté précédemment, on peut se poser la question, est-ce que notre structure de répartition des richesses ne ressemble pas finalement à un sablier, voilà, comme les sociétés pauvres. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres pour étayer également une information qui est sortie dans la presse, c'est que pour le pouvoir d'achat, les Français, il leur manque 540 euros à la fin du mois pour bien vivre. Donc, quelques chiffres de précision, c'est que le salaire moyen des Français en 2013, c'est de 2140 euros brut. Si on fait quelques ajustements de ce chiffre pour sortir le net, on est à 1600 euros. Donc en proportion, 540 euros, ça représente 33% des 1600 euros. En conclusion, pour que les Français se sentent bien à la fin du mois, il faudrait qu'ils disposent d'une augmentation de salaire de 33%. C'est très irréaliste et à cause de cela, les Français vont être frustrés pendant de nombreuses années. Alors, notre modèle d'éducation, après tout ce qu'on vient de voir, qu'en reste-t-il? Les leaders de demain quittent la France. 178 000 suppressions d'emplois en France. Retraite à 68 ans. Dette de la France bientôt 100% du PIB. 80% des Français inquiets de l'avenir.
À quel défi devez-vous vous préparer? Conserver un emploi jusqu'à 68 ans, protéger vos arrières en cas d'accident de parcours, vous constituer une épargne en cas de faillite du système actuel de retraite, préparer une alternative en cas de faillite de l'État ou de l'Europe, aider vos enfants avec un taux de chômage bien sûr de 25% pour les jeunes de moins de 25 ans. À la recherche de solutions. Une citation d'Albert Einstein: nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes en utilisant la manière de penser qui les a créés. Tout cela pour dire que nous sommes obligés de réinventer notre modèle. Les modèles anciens sont obsolètes, sont complètement décalés par rapport à la situation actuelle. Il faut nous réinventer. Se prendre en main. Nous parlons de se réinventer, réinventer de nouveaux modèles. Et là, dans les slides qui viennent, nous allons vous présenter différentes initiatives qui illustrent cette volonté d'innover et de se prendre en main. Donc là, nous sommes sur le site de Blablacar. C'est une plateforme collaborative de covoiturage où des Français peuvent voyager avec d'autres particuliers pour des prix vraiment dérisoires. Nouvelle initiative, près d'Union, encore, des Français passent par d'autres Français pour faire des emprunts. Et là, les grosses institutions financières ne sont plus dans la boucle. Et ça se passe de particulier à particulier. Sur ce site, nous sommes sur Kickstarter. Donc Kickstarter est une société qu'on appelle du crowdfunding. C'est-à-dire que des particuliers encore vont sélectionner des projets et vont investir sur ces projets. Vous avez certainement entendu parler de My Major Company. Et bien là, on est sur le même principe. À titre d'illustration, sur la plateforme Kickstarter, une société américaine s'est financée à hauteur de 80 millions de dollars. Vous avez bien entendu, 80 millions de dollars. C'est pas pour rigoler, c'est vraiment du sérieux et c'est une révolution. C'est une révolution. À l'heure actuelle, on compte 400 plateformes type Kickstarter. Le must du must, c'est maintenant la banque, elle est disponible pour tout le monde. Donc c'est révolutionnaire, c'est disruptif. La personne à la tête de ça est l'ancien responsable de la communication de la Société Générale. Et donc en 2014, tous les Français pourront ouvrir un compte en banque en 5 minutes chez leur buraliste. C'est vraiment révolutionnaire. Dans la même lignée que les projets que nous avons vus précédemment, nous allons vous présenter la solution Renaissance Network, qui est de type collaboratif, mais dans le domaine des finances personnelles. Ici, dans ce premier tableau, nous voyons le cas de Albert, qui a placé en 2003 10 000 € dans son coffre et qui a subi une baisse de pouvoir d'achat. Donc dans ce deuxième tableau, nous voyons la solution Renaissance Network. Donc si Albert, à l'époque, avait pu utiliser ces solutions, il aurait mis 10 000 € et en 2013, il se retrouverait avec 70 000 €. Donc une grosse valorisation de son épargne placée en 2003. Également, en parallèle, Albert aurait bénéficié de revenus récurrents complémentaires tous les mois. Donc à la fois, augmentation de l'épargne et revenus récurrents. Vous disposez maintenant des informations sur la situation économique. Vous disposez d'informations sur les capacités de l'homme à s'adapter et à réinventer ses modèles. Et vous savez que Renaissance Network a une solution à vous proposer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et si vous cherchez des informations complémentaires, vous avez sur cette page un moyen d'accéder à une deuxième vidéo qui vous donnera toutes les informations.